Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vous emmène sur un ancien fait divers qui a secoué une communauté entière et dont la conclusion a profondément marqué les esprits. Cette histoire se déroule en mars 2022 dans un quartier calme et verdoyant de Vancouver, au Canada. Tout semblait paisible. De larges rues bordées de maisons cossues, des jardins impeccables et une ambiance familiale où chacun se sentait en sécurité. Pourtant, derrière cette tranquillité de façade, s'est joué un drame d'une cruauté inimaginable. Il s'agit du meurtre d'une femme prénommée Helen Fowler, retrouvée morte dans sa chambre alors que tout le voisinage la croyait en convalescence à cause d'une grave maladie neurologique. Les circonstances entourant sa mort ont semé la stupeur, et l'homme qui partageait sa vie, Richard Fowler, s'est rapidement retrouvé au centre des soupçons. Avant de plonger dans les détails de cette affaire, j'aimerais, d'une voix féminine, vous demander de liker cette vidéo et de vous abonner, afin de ne rien manquer de nos futures enquêtes. Les événements tragiques dont il est question aujourd'hui mettent en lumière la vie d'une femme décrite par beaucoup comme particulièrement douce et gentille. Helen Fowler avait 40 ans et luttait, en tout cas c'est ce qu'elle-même pensait, contre une maladie neurologique grave, la confinant le plus souvent dans un fauteuil roulant. D'après de multiples témoignages, elle travaillait autrefois comme assistante dans un petit cabinet de design d'intérieur, mais avait fini par cesser toute activité professionnelle à cause d'une fatigue chronique et de douleurs incessantes. Les rares amis qu'elle recevait encore la voyaient comme une personne courageuse, toujours le sourire aux lèvres, malgré la progression apparente de ses symptômes. Sa vie tournait surtout autour de sa maison, qu'elle ne quittait plus qu'occasionnellement pour des rendez-vous médicaux ou de rares sorties au grand air dans un parc tout proche. La victime était issue d'une famille assez discrète, installée dans une autre province du Canada. Les parents d'Helen, tous deux retraités, vivaient loin et n'avaient pas les moyens de se déplacer fréquemment jusqu'à Vancouver. Quant à ses amis d'enfance, la plupart étaient dispersés à travers le pays, et elle n'avait plus que des contacts sporadiques avec eux. Ses véritables confidents se résumaient en un petit cercle, une voisine compatissante, un collègue de travail à la retraite qui lui rendait parfois visite, et une infirmière à domicile qui venait régulièrement prendre de ses nouvelles. L'infirmière à domicile, décrite par plusieurs témoins comme attentionnée et minutieuse, entretenait avec Helen un lien privilégié. Cet agent de santé se préoccupait souvent de la tristesse qu'elle lisait dans les yeux de sa patiente. En discutant de manière informelle, elle avait pu deviner qu'au-delà de la souffrance physique, Helen vivait une forme de détresse émotionnelle. Il fallait dire qu'Helen, malgré sa douceur, gardait toujours un air inquiet, comme si un lourd secret pesait sur ses épaules. Toutefois, rien ne laissait présager la tragédie à venir. Au sein de cette maison, la place de Richard Fowler était incontournable. Âgé de 45 ans, il passait aux yeux de beaucoup pour un mari présent et solide. Grand, mince, les cheveux d'un brun tirant sur le grisonnant, il affichait en public une attitude à la fois calme et légèrement distante. Les voisins racontent qu'il était d'un naturel réservé, qu'il se mêlait peu à la vie du quartier et qu'on connaissait finalement très peu de choses de lui, hormis qu'il exerçait un emploi stable dans la comptabilité. Son visage fermé laissait transparaître peu d'émotion, si ce n'est parfois une forme de tension ou de fatigue. Avant qu'Hélène ne soit déclarée malade, on racontait que le couple avait eu une vie plutôt harmonieuse, des voyages à l'étranger, une coquette maison, des dîners entre amis. Hélène aimait partager des photos de vacances où elle posait rayonnante aux côtés de son époux dans des paysages magnifiques. D'autres clichés montraient un couple uni lors de repas de famille ou de sorties informelles. Pourtant, depuis l'apparition de la maladie supposée d'Helen, tout avait changé. Les tensions financières,
liées aux frais médicaux, l'angoisse de voir la santé d'Hélène décliner et les difficultés pour le couple de maintenir une vie sociale épanouie semblaient peser lourd sur leur relation. Peu avant le drame, certains résidents du quartier avaient remarqué une atmosphère de plus en plus oppressante autour de la maison du couple. Un voisin, qui se promenait souvent le soir avec son chien, avait observé que les lumières du salon restaient allumées très tard et que des disputes étouffées parvenaient parfois jusqu'à la rue. Il arrivait aussi que Richard sorte nerveusement fumer sur le perron, la mine préoccupée, avant de regagner la maison en soupirant. Malgré ces indices annonçant une vie conjugale tourmentée, personne n'aurait pu imaginer l'horreur qui se dévoilerait peu de temps après. Le matin du 15 mars 2022, la police de Vancouver reçut un appel affolé d'une personne se présentant comme l'infirmière à domicile, d'Hélène Fowler. Cette dernière, en arrivant pour la visite quotidienne, avait retrouvé sa patiente inanimée, allongée dans son lit. D'abord, elle crut qu'Hélène avait succombé à sa maladie, peut-être à cause d'une complication soudaine. Toutefois, elle remarqua des bleus autour du cou et quelques marques suspectes sur la nuque. Paniquée, elle alerta aussitôt les secours et la police. À l'arrivée des officiers sur place, la maison était parfaitement en ordre. Rien ne semblait indiquer un cambriolage ou un acte violent à première vue. Hélène portait sa chemise de nuit habituelle et aucune trace de lutte ne sautait immédiatement aux yeux. Lorsque les services médicaux constatèrent officiellement le décès, ils s'attardèrent sur ses ecchymoses dans la zone du cou, ainsi que sur de discrètes lésions près de l'omoplate. Ces signes, bien qu'ils pussent passer inaperçus pour un œil non averti, ne trompèrent pas les professionnels de la santé et encore moins les enquêteurs. Les premières hypothèses firent état d'un possible étouffement. Comme Helen était censée avoir de graves problèmes musculaires et respiratoires, elle pouvait difficilement se défendre. L'infirmière qui l'avait trouvée fut la première à exprimer sa stupéfaction. Selon elle, si Hélène avait fait un malaise fatal lié à sa pathologie, jamais elle n'aurait arboré de telles ecchymoses. Les enquêteurs dépêchés sur place commencèrent par examiner la chambre, prenant des photos des moindres détails, la position du corps, l'état des couvertures, les objets présents. Ils menèrent de brèves constatations dans l'ensemble de la maison, cherchant des indices d'intrusion, de vol ou de perturbation d'une autre nature. À première vue, rien n'indiquait qu'un inconnu s'était introduit. La porte d'entrée était fermée et aucun carreau n'était brisé. L'alarme domestique n'avait pas été déclenchée. Les voisins, interrogés sur les heures précédentes, ne rapportèrent aucun mouvement anormal, aucun cri alarmant, hormis certaines tensions habituelles qu'ils entendaient parfois dans le foyer Fowler. À mesure que l'expertise se poursuivait, plusieurs éléments attirèrent l'attention. D'abord, on remarqua une odeur de produits ménagers très fort dans la chambre, comme si quelqu'un avait voulu effacer quelque chose. Ensuite, la literie, bien que semblant en apparence soigneusement bordée, présentait des plis et des froissements atypiques, laissant penser qu'on avait pu essayer de la remettre en ordre après une lutte, même brève. Enfin, on découvrit, dans la poubelle de la salle de bain, un tissu taché d'un liquide étrange, peut-être du sang mêlé à un désinfectant. Les techniciens de la police scientifique confièrent ces éléments au laboratoire médico-légal, où ils seraient analysés en détail. Dans le même temps, plusieurs enquêteurs intervinrent pour interroger l'entourage immédiat de la victime. À commencer par le mari, Richard Fowler, qui était absent lors de la découverte du corps. Les officiers le contactèrent par téléphone, et il arriva sur les lieux une petite heure plus tard, en proie à une agitation manifeste. Il déclara d'abord qu'il était parti tôt le matin pour son travail, comme d'habitude, et qu'il n'avait rien remarqué d'inhabituel. À la vue du corps de son épouse, il se serait évanoui brièvement, selon l'un des premiers secouristes présents. Or, rapidement, son comportement se mit à surprendre les policiers.
Après ce moment de détresse initiale, il se referma, ne posa pas de questions sur l'avancée des investigations et semblait surtout nerveux, comme si quelque chose d'autre le préoccupait. Les policiers notèrent également que ses explications manquèrent de cohérence. Il déclara à certains qu'il avait quitté la maison aux environs de 6 heures du matin, mais à d'autres qu'il était parti à 5h30. Les voisins, eux, affirmèrent avoir vu son véhicule quitter l'allée vers 7 heures. Quelques contradictions semblèrent anodines de prime abord, mais accumulées, elles commencèrent à semer le doute. De plus, face à certaines questions, Richard fournissait des réponses évasives, voire changeantes. Au fil des heures, les principaux enquêteurs prirent la mesure de l'affaire. Plusieurs officiers de police, aguerris aux enquêtes de meurtre, se relayèrent pour s'occuper du cas. Parmi eux, on mentionna un détective chevronné, réputé pour son esprit méthodique et son entêtement à ne rien lâcher. Ce détective préférait interroger les personnes à froid, recueillir des indices matériels, puis confronter les suspects à leurs propres contradictions. Son collègue, plus jeune, avait un style plus direct. Il n'hésitait pas à pousser ses interlocuteurs dans leur retranchement pour provoquer des réactions émotionnelles. Ces deux officiers allaient en former un duo efficace. Ils commencèrent par éplucher le passé du couple. Très vite, ils mirent la main sur un dossier d'assurance-vie souscrit au nom de Helen Fowler. D'après les premiers éléments, Richard avait fait rehausser ce contrat peu de temps avant la mort de son épouse, pour un montant considérable. Interrogé à ce sujet, il expliqua s'être inquiété des coûts médicaux de plus en plus élevés et avoir voulu se prémunir contre un éventuel décès prématuré d'Hélène, mais aussi se préparer à couvrir d'éventuelles dépenses de traitement prolongés. Il assurait que cette démarche était un simple geste protecteur, dicté par la peur de voir sa femme souffrir d'une maladie onéreuse. Pourtant, certains proches du couple eurent des réactions pour le moins interloquées. Ils ignoraient tout de cette augmentation subite du capital assuré, et, plus troublant, on découvrit qu'une clause spécifique avait été insérée, prévoyant un versement exceptionnellement élevé en cas de décès accidentel ou soudain. Cette clause était trop avantageuse pour n'être qu'un détail administratif. Les enquêteurs commencèrent à soupçonner que Richard, s'il était effectivement coupable, avait pu planifier depuis un certain temps un geste fatal pour jouir d'un important bénéfice. Peu après, un expert légiste rendit ses premières conclusions. La mort d'Helen Fowler ne résultait pas de l'évolution naturelle d'une pathologie. Les examens relevaient des hématomes et des lésions cutanées compatibles avec un étouffement manuel ou par un coussin appliqué sur son visage. De plus, le légiste nota que l'état physiologique global d'Hélène n'était pas si avancé qu'on pouvait le croire. Certes, elle présentait des faiblesses musculaires et des douleurs chroniques, mais rien qui, à court terme, menaçait directement sa vie. Cela sema un doute encore plus profond. Et si cette prétendue maladie n'avait pas la gravité qu'on lui attribuait? Afin de mieux comprendre la réalité médicale d'Hélène, les enquêteurs interrogèrent plusieurs spécialistes de la santé. L'un d'entre eux, un médecin traitant qui avait suivi la patiente, expliqua que le diagnostic initial d'Hélène s'était basé sur des symptômes changeants et sur des comptes rendus fournis par d'autres confrères. Il avoua que le dossier d'Hélène était paradoxal. Tantôt, il y était noté qu'elle était au bord de la paralysie définitive. Tantôt, d'autres examens suggéraient qu'elle présentait des améliorations dans ses fonctions motrices. Ce flou régnait depuis des années, ce qui avait amené la patiente à consulter divers établissements. C'est alors que la découverte la plus déroutante fit surface. Selon certaines analyses, Hélène aurait manifesté des signes de récupération progressive. Plusieurs résultats sanguins montraient des indicateurs plus favorables, et un nouveau protocole de traitement était en passe de lui être proposé. Si on en croyait ces données, Hélène avait une chance de se remettre partiellement, voire
de reprendre une vie quasi normale. À la grande surprise des enquêteurs, cette perspective de guérison n'avait pas été mentionnée par Richard, qui, au contraire, accentuait l'idée d'une situation médicale désespérée. En fouillant plus loin dans les affaires du couple, on mit la main sur des documents compromettants, conservés dans le coffre d'un petit meuble, au sous-sol de la maison. Il s'agissait de correspondances cryptiques entre Richard et un prétendu agent d'assurance. Dans ces échanges, datés de plusieurs années en arrière, on voyait clairement que Richard cherchait à maintenir l'idée d'une maladie grave pour justifier des indemnités supplémentaires. Les échanges faisaient même allusion à des certificats médicaux douteux venant d'une clinique privée située dans un autre État, où personne ne connaissait vraiment Hélène. Ce puzzle prit forme devant les yeux médusés des enquêteurs. La théorie se précisa peu à peu. Richard aurait consciemment maintenu Hélène dans la conviction d'une maladie incurable, probablement en exploitant la moindre de ses douleurs et en amplifiant les diagnostics les plus alarmistes. Avec le temps, il avait réussi à la persuader que son état empirait et qu'elle dépendait entièrement de son soutien. Ainsi isolée, Hélène ne cherchait même plus à confronter les différents avis médicaux, ni à exiger une transparence absolue. Les rares spécialistes qui avaient émis l'hypothèse d'une amélioration possible avaient été écartés par Richard, sous prétexte de manque de compétences ou de résultats peu fiables. Si Hélène recouvrait la santé, même partiellement, ce mécanisme financier que Richard avait mis en place se serait effondré. Il aurait perdu les compensations liées à l'invalidité présumée de sa femme, et surtout, la prime d'assurance vie considérablement gonflée ne lui aurait servi à rien en l'absence d'un décès. Devant la perspective de devoir rendre des comptes et de voir s'envoler une manne financière, Richard aurait opté pour la solution la plus radicale. Dans un premier temps, les enquêteurs tinrent ces découvertes à l'écart des médias pour ne pas compromettre l'avancée de l'enquête. Ils interrogèrent individuellement plusieurs connaissances du couple, en recoupant méticuleusement chaque information. L'emploi du temps d'Hélène, ses consultations médicales, les périodes où elle se disait trop souffrante pour se déplacer. Ils vérifièrent aussi si Richard avait déjà eu des antécédents de violence. Les archives policières ne révélaient rien à ce sujet, tout juste quelques signalements pour des disputes conjugales, faites par des voisins inquiets, mais qui n'avaient pas eu de suite légale. Les officiers de police commencèrent ensuite à se pencher sur d'autres personnes potentiellement impliquées. On soupçonna un temps un lointain parent d'Hélène qui aurait pu nourrir un conflit familial ou poursuivre un objectif financier. On vérifia aussi le rôle de l'infirmière à domicile, par simple rigueur professionnelle, afin de s'assurer qu'elle n'était pas complice. On auditionna un collègue de Richard, un confident qui lui servait parfois d'alibi. Toutefois, tous ces doutes secondaires se dissipèrent rapidement. Aucun motif ni élément matériel ne venait étayer la culpabilité de ces tiers. Tous semblaient dénués de la moindre raison d'attenter à la vie d'Hélène. L'étau se resserrait de plus en plus autour de Richard Fowler. Les policiers firent alors appel à un analyste du langage corporel dans le but d'affiner l'interrogatoire de ce mari désormais principal suspect. Lors d'une séance cruciale, ce professionnel observa les micro-expressions de Richard, ses tics, le ton de sa voix, ses regards furtifs vers la porte de sortie. Quand on l'interrogea sur l'état de santé réel de son épouse, sur le montant de la police d'assurance et sur la nuit précédant le décès, Richard présenta des signes de plus en plus nets de tension. Ses réponses, parfois trop formelles, manquaient de spontanéité. Son refus de reconnaître qu'Hélène avait pu bénéficier d'espoir de guérison éveilla les soupçons. Au lieu d'exprimer de la joie à l'idée d'une amélioration possible, il s'énervait et contestait les diagnostics positifs. Finalement, au bout de plusieurs jours de confrontation, Richard avoua à demi-mot qu'il avait effectivement exagéré la gravité de la maladie de sa femme, mais uniquement, selon ses dires, pour l'empêcher de trop se fatiguer et de mettre sa santé en danger.
il déclara qu'il ne supportait pas de la voir souffrir et préférait qu'elle renonce à toute activité. Selon lui, c'était la seule façon de la protéger. Bien entendu, ce discours ne convainquit pas les enquêteurs, qui y voyaient plutôt la justification tordue d'une personne prise en flagrant délit de manipulation. Les indices matériels accumulés devinrent accablants. D'une part, les analyses médico-légales prouvaient qu'Hélène était décédée par suffocation. D'autre part, on retrouvait dans la maison et dans le coffre-fort des documents qui prouvaient que Richard avait un mobile financier. Par ailleurs, l'analyse du tissu imbibé de désinfectant découvrit des traces de sang appartenant à Hélène, confirmant que quelque chose de violent s'était produit dans la nuit du 14 au 15 mars. Les policiers établissaient désormais une trame plausible. Richard aurait profité de la fragilité d'Hélène pour la surprendre dans son sommeil, peut-être vers l'aube, puis l'aurait étouffée en veillant à effacer tout signe de lutte avant l'arrivée de l'infirmière. Durant l'étape suivante de l'investigation, plusieurs témoins clés furent interrogés plus en profondeur, notamment le médecin traitant qui, depuis des mois, suspectait que l'état d'Hélène ne correspondait pas toujours au rapport dramatique qu'en faisait son mari. Ce médecin expliqua avoir cherché à organiser des examens indépendants, conscient de certaines incohérences, mais s'être heurté à la volonté de Richard, qui prétextait un refus complet d'Hélène, trop épuisée pour se soumettre à des évaluations répétées. Quand, quelques semaines avant le drame, ce médecin avait insisté pour obtenir un nouvel avis, Richard avait brutalement cessé tout contact avec lui, se tournant vers un autre professionnel de santé, apparemment plus conciliant. Un autre témoin capital fut un ancien ami du couple qui avait partagé avec eux, quelques années plus tôt, un voyage dans le sud de la France. Cet ami raconta que déjà à l'époque, Richard se montrait bizarrement possessif. Il surveillait Hélène de près, mettait en doute ses propos et se montrait méfiant quand elle manifestait l'envie de découvrir des activités par elle-même. Cet ami, gêné d'abord, n'avait pas osé s'en mêler, mais avoua qu'il lui restait de ce séjour un profond malaise. À ce stade, plus personne dans l'entourage d'Hélène ne croyait à une simple coïncidence. Au contraire, la révélation d'une éventuelle amélioration de sa santé alimentait les discussions. Il était de notoriété publique, dorénavant, que le couple connaissait des tensions financières grandissantes, que Richard souhaitait maintenir Hélène dans un état de dépendance, et qu'une mort soudaine lui rapporterait une somme considérable. Le moment vint où la police dut officiellement interpeller Richard Fowler et le placer en garde à vue. Lors d'un interrogatoire plus poussé, en présence d'un avocat de la défense, Richard nia avoir tué sa femme, mais il reconnut avoir menti à propos de son état de santé. Il expliqua que c'était avant tout pour la protéger et pour garder l'entière maîtrise de la situation financière du couple. Son avocat tenta de présenter le dossier comme un terrible malentendu. Selon la défense, la prétendue manipulation d'Hélène n'était au fond qu'une volonté de la ménager et de lui éviter toute charge trop lourde. Cependant, au vu des conclusions des expertises, cette ligne d'argument paraissait bien mince. L'affaire fit rapidement les gros titres de la presse locale. Les habitants du quartier, sous le choc, se regroupèrent en silence autour du domicile des Fowler, dressant parfois de petites bougies et des bouquets de fleurs en mémoire d'Hélène. Il régnait un climat de tristesse mêlé d'incompréhension. Certains évoquaient le souvenir d'une femme toujours polie et délicate, persuadée de vivre ses derniers jours à cause d'une maladie réputée grave, alors qu'elle aurait pu entrevoir une amélioration. D'autres se disaient outrés par la cupidité présumée de Richard et par les mensonges répétés qui avaient masqué la vérité pendant tant d'années. Lorsque la date du procès fut fixée, la tension médiatique grandit encore. La défense insista beaucoup sur l'impossibilité pour Hélène de mener une vie normale, sur le fait que l'exagération de sa maladie venait de son propre état mental. Selon cette version,
Hélène serait tombée dans une forme de dépression, préférant se voir comme une malade incurable, et Richard n'aurait fait que la soutenir dans cette illusion. Mais la partie adverse, chargée de l'accusation, démontra habilement que c'était Richard qui avait initié et renforcé cette vision tragique en manipulant des rapports médicaux, en isolant Hélène de ceux qui pouvaient l'aider et en souscrivant des assurances de plus en plus lourdes. Pendant les audiences, l'accusation appela l'infirmière à domicile à la barre. Cette dernière décrivit en détail l'atmosphère malsaine qui régnait dans la maison, la manière dont Richard s'opposait parfois à des examens plus poussés, et les remarques qu'il faisait sur l'éventualité d'une fin imminente. Elle se souvint notamment d'un soir où elle l'avait entendu dire, d'un ton amer, qu'il ne pourrait plus tenir longtemps à financer tous ses soins. Elle remarqua aussi la terreur qu'éprouvait Hélène à l'idée de décevoir son mari, comme si un lien de dépendance extrême s'était instauré. Les avocats de la partie civile, représentant symboliquement la famille d'Hélène, se montrèrent particulièrement implacables. Ils exhibèrent les documents prouvant les changements successifs dans la police d'assurance, les mensonges de Richard quant aux soins, et rappelèrent surtout le point crucial. Hélène présentait, selon son dossier médical complet reconstitué, une chance réelle d'amélioration. Ce constat médical fut confirmé par un spécialiste appelé à témoigner, qui détailla la faisabilité d'un protocole expérimental que Richard ne semblait jamais avoir voulu mettre en place. Le juge, impartial, écouta chaque témoin, examina chaque pièce à conviction et observa les réactions de Richard. Au fur et à mesure du procès, l'accusation dessina un portrait implacable d'un homme calculateur, prêt à entretenir chez sa femme l'idée d'un handicap incurable dans le seul but de toucher progressivement des indemnités, puis de préparer le terrain à un dénouement tragique afin de réclamer la somme maximale d'une assurance-vie. De son côté, la défense tenta de décrire Richard comme un époux dévoué, mais désespéré, qui aurait perdu pied en raison des charges financières et des changements de comportement d'Hélène. Il assurait ne jamais avoir voulu attenter à la vie de sa femme et répétait inlassablement qu'il l'aimait profondément. Mais les preuves matérielles, le tissu imbibé d'un produit nettoyant, les ecchymoses autour du cou, l'incohérence des horaires, l'antécédent d'une assurance modifiée au dernier moment, se révélaient bien trop lourdes pour que la version de Richard puisse prévaloir. Après plusieurs semaines d'audience, où des témoins supplémentaires défilèrent pour raconter des anecdotes inquiétantes, la tension monta encore d'un cran lorsque l'on autorisa la lecture intégrale d'un mail découvert sur l'ordinateur de Richard. Dans ce message, rédigé quelques mois avant le meurtre, il exprimait à un mystérieux interlocuteur son exaspération quant à la situation qui tardait à se résoudre, et son urgence à finaliser les derniers documents pour que tout soit en ordre si Hélène venait à partir plus tôt que prévu. Ces mots, ambigus, furent présentés par le procureur comme une preuve supplémentaire de l'intentionnalité de l'acte. Le procès se conclut par un réquisitoire cinglant de l'accusation, invitant le jury à sanctionner au plus haut point le crime d'un mari ayant instrumentalisé la maladie de sa femme pour en tirer profit. La défense, en ultime tentative, souligna la possible instabilité psychologique de Richard, implorant une relative clémence. Néanmoins, le jury, après délibération, le déclara coupable de meurtre avec préméditation. Le juge prononça un verdict sévère, condamnant Richard Fowler à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté avant toute possibilité de libération conditionnelle. Cette conclusion, aussi bouleversante soit-elle, jeta un froid sur tout le quartier, et même au-delà. Les habitants, qui pendant des années avaient cru à l'image du couple uni soudé face à la maladie, découvrirent la sombre réalité d'une manipulation de longue haleine. Les proches d'Hélène, encore sous le choc, s'efforcèrent de comprendre comment,
ils avaient pu se laisser berner par cette mise en scène, sans soupçonner le cynisme de Richard. Au niveau judiciaire, on parla beaucoup de cette affaire comme d'un exemple frappant de la manière dont la vulnérabilité d'une personne malade peut être exploitée pour des intérêts financiers, et l'on examina de plus près la réglementation sur les assurances-vie pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. À plus long terme, les conséquences se révélèrent multiples. D'abord, au sein de la famille d'Hélène, il fallut apprendre à porter le deuil, mêlé à la colère et à la culpabilité de n'avoir pu la protéger. Ses parents, trop éloignés géographiquement, sombrèrent un temps dans la dépression, réclamant que la mémoire de leur fille ne soit pas réduite à l'étiquette de victime naïve. On assista aussi à un élan de solidarité parmi les amis et connaissances. Un groupe local entreprit de créer une fondation portant le nom de Helen, dédiée à la sensibilisation sur la fraude à l'assurance et les abus financiers dans les situations de handicap. Pendant ce temps, la presse canadienne, suivie par quelques journaux étrangers, continua de relayer des articles sur cette histoire sordide, rappelant à quel point il est facile de se méprendre sur la réalité d'un couple quand on ne regarde que sa façade. De façon plus large, la population s'interrogea sur la vulnérabilité des personnes malades ou affaiblies, sur l'isolement qui peut leur être imposé et sur la nécessité de contrôler plus étroitement la validité des démarches administratives, médicales et assurantielles. Certains s'accordèrent à dire que Richard Fowler incarnait l'archétype du prédateur silencieux, celui qui ne frappe pas par impulsion, mais qui planifie, calcule et agit ensuite avec sang-froid. D'autres, à l'opposé, percevaient dans sa dérive l'expression d'une société obsédée par l'argent et la rentabilité, qui ferait perdre tout sens moral. Quoi qu'il en soit, le jugement prononcé clôtura définitivement l'affaire aux yeux de la justice. En repensant à la vie d'Hélène Fowler, on ne peut s'empêcher d'éprouver un immense chagrin pour une femme qui croyait se battre contre un mal implacable, alors que la véritable menace se trouvait, hélas, au plus près d'elle. Son existence, ponctuée d'espoirs de guérison inconnue d'elle-même, laisse imaginer le destin différent qu'elle aurait pu avoir si la vérité sur son état médical lui avait été révélée. De mon côté, je ressens profondément l'émotion et l'injustice que cette histoire suscite. Comme femme, je ne peux m'empêcher de me mettre à la place d'Hélène, enfermée dans la crainte, persuadée que son corps la trahissait, alors même que la personne qui aurait dû la soutenir employait subrepticement cette vulnérabilité contre elle. Cette affaire nous rappelle l'importance capitale de la bienveillance, de la transparence et de la vigilance lorsque nous prenons soin de nos proches ou que nous abordons des questions de santé. Je vous remercie d'avoir suivi ce récit jusqu'à son terme, et j'espère de tout cœur que vous en retiendrez qu'il faut toujours se méfier des apparences. Moi, je crois dur comme fer que la justice finit par triompher, même si le chemin peut sembler long et tortueux. Je vous remercie encore d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ce compte-rendu vous aura permis de mieux comprendre l'engrenage des manipulations et de réfléchir à la manière dont le système judiciaire peut apporter une forme de réparation. Si vous le souhaitez, vous pouvez poursuivre votre exploration de faits réels en consultant mes autres vidéos. J'en ai consacré certaines à des enquêtes ayant abouti à des rebondissements tout aussi incroyables, et d'autres à des histoires de disparitions non résolues. Je vous invite à cliquer sur les suggestions qui s'affichent ou à parcourir la chaîne pour découvrir d'autres récits passionnants. Je vous remercie encore et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle affaire sur Histoire vraie de crime. Prenez soin de vous et restez sur vos gardes, car la vérité se cache parfois là où on l'attend le moins.